Bonjour à tous, donc merci d'être resté après le précédent talk pour écouter mes élucubrations sur Lisp. Moi je m'appelle Arnaud Boss, donc je suis développeur back-end et système distribué chez Monkey Patch. On est une équipe de dev qui cherchons l'excellence en fait, donc on cherche les missions qui vont bien nous intéresser et nous permettre de monter en compétences techniquement. Aujourd'hui on va parler de Lisp et de Clojure. Et le titre de mon talk, en fait, il était volontairement provocateur. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais le meilleur langage de programmation jamais conçu. Donc moi, je sais que je ne vais pas vous convaincre avec ce genre de citation. Par exemple, moi, quand j'étais étudiant, j'ai fait du Lisp pendant 2 semaines. Okay, j'ai détesté ça. Donc, qui en a déjà fait? Qui a aimé? Il y en a forcément quelques-uns. Ouais. Il y en a toujours. Bon, il se trouve qu'en fait, en 2013, j'ai été débauché par... où est-ce qu'il est? Dénonce-toi. Voilà, le monsieur là-bas, là, avec le book, qui m'a vendu du Big Data en Python. Donc Python, moi, ça m'allait très bien, Big Data aussi. Sauf que le jour où je suis arrivé, il m'a dit, bah non, c'est fini, on fait du Lisp. Donc, première escroquerie. Deuxième escroquerie, c'est que c'était sur la JVM. Donc, grosse déception. Alors, le titre de mon talk, en fait, c'est juste une traduction de cette citation de Alan Kay, donc le designer de Smalltalk, qui dit « Lisp is the greatest single programming language ever designed ». Donc c'est assez pompeux. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi il a dit ça. Alors il se trouve que ce monsieur, Alan Kay, il a eu lui la révélation sur Lisp quand il était étudiant. Donc c'était il y a un bail dans les années 70, ou 80 peut-être. Et il s'est rendu compte que Lisp, en fait, était un langage hyper expressif, très synthétique, et très facile à comprendre si on veut bien se donner la peine. Donc il a eu la révélation donc, très précisément à la page 13, donc il le dit, du manuel Lisp 1.5. Donc parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Coding Dojo, il n'y avait pas de Monkey Tech Day, il n'y avait pas... Tous ces trucs-là, on lisait les manuels à l'ancienne. Donc la page, je vais vous la montrer. Et je vais vous demander de ne pas partir en courant tout de suite. Alors, je vous laisse digérer. Ça, pour peu qu'on se donne la peine d'essayer de le comprendre, c'est limpide. Mais en le regardant comme ça, on n'a pas forcément la révélation. Je ne sais pas comment il a fait, lui. Moi... Pardon? C'est peut-être le LSD. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est une partie du manuel qui est un petit peu au-dessus, et c'est elle qu'on va regarder. Alors, il va falloir suivre. On nous dit la fonction universelle evalQuote, qui va bientôt être définie, donc on va nous l'expliquer. Elle obéit à ces différentes entités. Donc on va nous dire soit f, une fonction, écrite sous forme d'une m expression. Pour l'instant, on s'assoit là. Et soit fn, sa traduction, sous forme d'une s expression. Essayez de ne pas trop vous focaliser sur la notion de f expression et de m expression et s expression. En fait, les m expressions, elles ont disparu depuis des décennies. Et il ne reste plus que les s expressions, ce qui fait pleurer tout le monde, c'est les parenthèses. D'accord? Donc, on prend une fonction f qui a n arguments. La liste de ces arguments arg avec un s, c'est donc les arguments de 1 à n. Jusque-là, c'est bon? Ça devrait vous parler. Et cette liste d'arguments, cette liste d'arguments, en fait, elle est définie sous une liste de n s expressions. De sorte que l'appel, donc ça, une m expression, en fait, je vous montre un petit peu ce que c'est, ça devrait vous parler. Normalement, ça ne devrait pas vous choquer, à part les crochets à la place des parenthèses. C'est inspiré du Fortran, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément de langages à partir desquels s'inspirer. Donc, soit dit en passant, là, ce que je vous montre, en fait, c'est le manuel qui a été écrit en 1960, par John McCarthy, qui est le créateur de Lisp. Donc, on nous dit, on a une fonction evalQuote, à laquelle on passe 2 paramètres, une fonction et une liste d'arguments. Et ça, c'est essentiellement la même chose que d'appeler une fonction f qui, elle, est définie sous forme d'une m expression, en lui passant la liste de ses arguments détachés. Il y a des questions? Est-ce que pour l'instant, ça vous paraît atteignable? Ok, ça marche. Ok, donc on nous dit evalQuote est défini par 2 fonctions principales, eval et apply. Apply va s'occuper de l'application de la fonction et de ses arguments, et eval, en fait, va s'occuper de lire la structure et de l'interpréter. On ne descend pas pour la suite.
Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette égalité. Et dans le papier, on nous montre un exemple pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. Donc on va le regarder, on va le déplier. Donc je rappelle ici un petit peu les éléments qu'on a vus avant. Donc on a cette égalité, eval_quote fn args égale f de arg de an. On a notre fonction f, donc vous ne l'avez pas vu, hein, peut-être juste je l'ai passé un peu vite avant, notre fonction f qui est définie, ici, et les arguments qui sont définis aussi. Okay. F, c'est une fonction définie sous forme d'une m expression. L'argument 1, c'est une liste qui contient a et b. L'argument 2, c'est une liste qui contient c et d. Donc on va essayer, ensemble, là, de traduire f en fn. Okay. On sait que fn, c'est une S-expression. Qui dit expression dit parenthèse. Ok, donc on peut commencer par ça. Bon, c'est pas trop compliqué. Dans cette M-expression, f, qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un connaît le premier caractère, par exemple, au pif? Une lambda. Ok. Alors on va traduire ce terme-là, la lambda, en sa correspondance dans une M-expression. Vous pouvez peut-être le deviner, je vous le donne quand même. C'est une lambda. Ok. Donc cette fonction f, c'est une lambda. Donc qu'est-ce qui caractérise une lambda? Ça va être deux éléments. Ses paramètres, et le deuxième, son code, son implémentation. Ok. Donc on va regarder, donc les deux paramètres en fait sont séparés par un point virgule ici. Donc le premier élément, ce sont les paramètres, les arguments. Okay, on nous dit c'est une liste, entre crochets, et il y en a deux, x et y. Alors selon vous, comment je retranscris ça en S-expression? Allez-y, hein, dites-le fort, pas de... Bon allez, je vous le lis. Bon, on commence par des parenthèses. Okay, et à l'intérieur, on va mettre les deux éléments qu'on a, x et y. Jusque là, tout le monde me suit? Ok. La deuxième partie, c'est l'implémentation. Là, ça peut vous paraître un petit peu plus vaudou. Ben, en fait, c'est assez simple. C'est toujours le même format, en fait, une même expression. C'est le nom de la fonction et ses paramètres. Okay, donc ça pourrait être du Java, hein, si on remplace les crochets par des parenthèses. Et ça, car, c'est aussi une fonction qui prend un paramètre. Okay. Donc l'implémentation, ça va être l'appel à une fonction, qui est donc le premier élément de la liste, suivi de ces deux arguments. Le premier argument, c'est car de x, parenthèse, et le deuxième argument, c'est y tel quel. Okay, est-ce que vous voyez ce que je viens de faire là en fait? On vient ensemble là de jouer le rôle d'un interpréteur, du méta-interpréteur qui traduit les M-expressions de Lisp en S-expressions. Okay, il nous manque un élément, on n'a pas encore traduit les arguments. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Si on veut pouvoir appeler cette fonction eval_quote en lui passant la fonction, qui est notre lambda, et des arguments, il faut qu'on traduise aussi args. Donc args, on sait que c'est la liste des arguments que va prendre en paramètre la fonction, et notre fonction, elle en prend deux, donc n égale 2. Si on prend les arguments arg de 1 à n, on prend arg1 et arg2, et on inscrit ça sous forme de liste. On a donc la fonction eval_quote qui prend en paramètre une lambda, et qui prend une liste de paramètres, le premier étant AB, la liste AB, le deuxième étant la liste CD. Ok? Qui peut me dire le résultat de l'appel à cette fonction? Toi, tu n'as pas le droit de répondre là-bas. Alors là, comme ça risque d'être un peu compliqué si vous ne savez pas ce que ça veut dire cons et car. Okay, on va commencer par car, parce que c'est hyper facile. Car, c'est une fonction qui est fondamentale. Dans Lisp, ça permet de prendre le premier élément d'une liste qui est passée en paramètres. Donc quand je vais exécuter ma lambda, que va valoir x? Non. AB. Ok. X vaut AB et Y vaut CD. Ok? Donc si je prends le premier élément de x, donc de AB, qu'est-ce que ça me donne? A. Ok, très bien. Gardez-vous-le en mémoire quelque part. Cons, c'est une fonction, tout est fonction, qui prend en paramètre deux arguments. Le premier, c'est un élément qu'on va venir insérer en tête de la liste qui est représenté par le deuxième élément. Donc le résultat, ça va être ACD. Ok. Voilà, vous venez de faire du Lisp. Bien joué. Ok. Donc là, qui a eu l'impression d'écrire du code? Non? Est-ce que vous avez eu l'impression d'écrire du code?
Moi, j'ai pas l'impression. Là, tout ce qu'on a écrit, on a fait une traduction. On a pris de la donnée en entrée, une fonction qui était représentée par cette forme-là, et on l'a traduit en une autre. Okay. Alors, je voudrais que vous regardiez ça d'un petit peu plus près. Si je vous le montre comme ça, à quoi ça vous fait penser? À part à du code Lisp et qu'il y a plein de parenthèses et que c'est horrible. Regardez bien. Personne? Ok, pourquoi pas? Pardon? Non. Non. Essayez de penser plus données. Je vais vous le montrer sous cette forme-là. Et paniquez pas, c'est la même chose. Un arbre, ok? Ce qu'on a écrit, c'est pas du code. C'est une structure de données. On a écrit des listes imbriquées, on a écrit un arbre. Et ça, à quoi ça vous fait penser? Il y en a un qui l'a dit. Un AST. Ok? Donc ça, ça c'est le fondement de Lisp en fait. C'est que le code que vous avez l'impression d'écrire, c'est exactement la structure de données que l'interpréteur va monter en mémoire quand il va parser votre code, quand il va le lire. J'ai perdu qui? Ok. Qu'est-ce que j'ai après? Je me souviens plus. Ok. Pardon? Ah oui, excuse-moi. AST, Abstract Syntax Tree, arbre syntaxique abstrait. En fait, c'est la structure de données que va charger en mémoire le parseur de ton langage de programmation et ensuite qui va être interprété. Ok? Bon. Ça, c'est vraiment ce que j'essayais de vous montrer en fait. Hein. Ce qu'on manipule, c'est de la donnée. En fait, c'est ce qu'on fait tous les jours hein, dans notre métier. En théorie, la technologie de l'information et de la communication, c'est vraiment ce qu'on est censé faire. Okay, on prend de la donnée, on la passe à une fonction, à une méthode, peu importe, et on récupère de la donnée. Et voilà. Du coup, j'ai une question pour vous, pour continuer sur la thématique. Pour vous, que représente 42? Allez, il y en a forcément un qui va le dire. Étoile. Presque. C'est pour ça qu'il a choisi 42. C'est pas cette réponse-là que je m'attendais, mais effectivement, c'est vrai. Okay. 42, ça représente absolument rien. Okay. Rien du tout, c'est une valeur. Privé de son contexte, 42, ça veut rien dire. Si je vous dis, il fait 8 degrés dehors, qu'est-ce que représente 8? La température, ok. 8, en tant que tel, fondamentalement, n'a aucune valeur. Okay. Elle a la valeur que je lui associe par rapport à son contexte. Je vous dis, il fait 8 degrés. On a un contexte implicite qui dit qu'à l'intérieur, on sent bien qu'il ne fait pas 8 degrés. On sait de suite que je parle de l'extérieur. Bon. Et bon, si je vous dis ça, ça vous paraît assez évident. Okay, si je vous dis, par exemple, demain, il va faire 3 degrés, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est 8? C'est pas 8 qui a changé. Okay, 8 n'est pas devenu 3, 8 est resté 8. Ce qui a changé, c'est la valeur de la température à l'instant T. Donc ça paraît vraiment évident quand je vous le dis comme ça. Sauf que c'est pas du tout ce qu'on fait au jour le jour dans nos programmes. Okay, on prend une valeur, on prend une information, on met une valeur, on associe une valeur, et puis on va venir la changer allègrement. La température est 8, maintenant elle est 3. Boum. Où est passé 3? Excellente question. Donc, si je vous présente cet objet-là pour aller plus loin. L'username Arnaud, donc c'est l'utilisateur Arnaud Boss. Hein. Âge 29, beubare, trou. Okay. Donc l'utilisateur Arnaud, il a une belle beubare. Est-ce que ça pour vous, est-ce que ça c'est un fait pour vous? Ok, oui? Non? Ok, oui et non. Ah, ok, c'est une question philosophique à la noix. Oui et non, toujours, ok. C'est un fait à l'instant T. En tant que tel, c'est juste une information. Tant qu'elle n'est pas placée dans le temps, c'est pas un fait. C'est juste une information. Donc si je viens modifier cette information, je vous montre un petit peu de closure hein, en même temps, tant que j'y suis. Je vais prendre ma structure de données Arnaud et associer à la valeur, donc à la clé beubare, la valeur false. Okay. Ou une autre variante, je peux prendre la fonction update, je lui passe ma structure de données et je lui dis applique à la valeur qui se trouve à la clé beubare une fonction gilette. Pour que ça vous parle un peu plus. Ok, user Arnaud égale new Arnaud boss, 29, true, etc. J'appelle le yak service et je lui dis shave. Alors je lui dis encore mieux, Arnaud égale yak service.shave Arnaud. Qu'est-ce qui s'est passé là? Okay. Qui sait ce qui s'est passé par rapport à la structure de données Arnaud? Personne. Personne ne sait ce qui s'est passé. On ne sait pas, en fait. Il aurait pu se passer des dizaines de mutations à l'intérieur de cet appel de fonction, on ne s'en rendrait pas compte.
Donc, ah oui, bah, je suis allé un petit peu vite, merde. C'est le stress. Donc voilà, quel est le problème en fait? C'est qu'on a de la mutation. Donc comment est-ce qu'on peut remédier à ce problème? Ok, l'immutabilité, ouais. Immutabilité, ok, l'immutabilité ça déchire. Je viens de le dire il y a 3 secondes. Et alors, quel problème est-ce que ça résout l'immutabilité? Ça résout le problème que ma structure de données elle peut avoir changé dans le temps. Et le seul, enfin en fait, l'immutabilité va résoudre ce problème. C'est-à-dire que je suis sûr que la donnée sur laquelle je vais réfléchir, par rapport à laquelle je vais prendre des décisions, elle n'a pas changé. Le sol s'est pas dérobé sous mes pieds. Okay, et ça ne résout pas une autre composante dont on a parlé juste avant. Est-ce que quelqu'un a une idée? Le temps. Okay, ça ne résout pas le problème temporel. Je ne sais plus ce que j'ai après, donc je vais vous spoiler. Ah si, c'est bien. Si je prends ma structure de données qui représente Arnaud, qui a une bubbar true, je la passe par une fonction et je récupère Arnaud a une bubbar false. Okay, quel est le lien entre ces deux informations? Tel quel. Dans nos langages de programmation actuels, il n'y en a pas. Okay, il n'y en a aucun. J'ai une valeur, Arnaud. Soit je l'écrase, et la valeur de Arnaud deviendra cette nouvelle valeur, soit je dis c'est Arnaud prime, et Arnaud prime prendra cette valeur-là. Il n'y a aucun lien fondamental entre les deux valeurs. L'information en fait de relation, de causalité entre les deux, elle est perdue. Donc, qui ici connaît un peu la mythologie? Je vais vous retourner le cerveau jusqu'au bout. Hein. Ok, le navire de Thésée, est-ce que ça parle à quelqu'un? Pardon? Si on remplace morceau par morceau. Voilà. Alors, tu triches. Le navire de Thésée. Donc en fait, plus tard, le philosophe nous raconte que Thésée, lorsqu'il est parti d'Athènes pour combattre le Minotaure, il est revenu victorieux, avec tous les enfants d'Athènes, il les avait sauvés, bon c'était génial, son père s'est suicidé entre-temps, peu importe. Les Athéniens, en fait, c'est vrai, les Athéniens ont préservé son navire. Okay, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chaque planche qui devenait trop abîmée pour rester sur le navire a été remplacée par une nouvelle. Donc de façon à ce qu'en fait, des siècles plus tard, le bateau était toujours magnifique et resplendissant. Sauf qu'ils sont arrivés à un point où toutes les planches d'origine avaient été remplacées. Il ne restait plus aucune planche d'origine. Alors du coup, on se pose la question philosophique. Hein. Est-ce qu'il s'agit toujours du bateau de Thésée? C'est de la philosophie, oui et non. Il n'y a pas de bonne réponse. Pardon? Alors oui, il y a encore une variante hein, qui va vous faire dresser les cheveux sur la tête. On en parle après le talk si vous voulez. Elle est plus récente, elle est bien alambiquée. Donc, où j'en suis? Ah oui. Donc en fait, ce problème en fait, de représenter le lien en fait, qui est le passage d'une valeur à une autre, c'est un des principes fondamentaux de Clojure. Okay, Clojure, langage fonctionnel, immutable, qui tourne sur la JVM, qui compile en bytecode ou en JavaScript. Et donc il y a une syntaxe de Lisp. Donc pour résoudre ce problème, en fait, Rich Hickey, le créateur de Clojure, il a produit un modèle qu'on peut essayer de suivre ensemble. D'accord ? Si je vous donne une valeur V1, qui représente la structure de données qu'on a vue auparavant, qu'est-ce qui va me permettre de changer la valeur de V1 vers V2 ? Une fonction. Ok, super. De la même façon, si je veux passer de V2 vers V3, je vais également appliquer une fonction. Okay, fonction pure, c'est du Clojure, langage fonctionnel. Un ou deux détails près, donc si vous voulez faire de l'impurité dans Clojure, vous pouvez, c'est pas recommandé. Donc là, pour l'instant, on n'a pas résolu grand-chose, okay, c'est juste la moitié de mon déroulement. Juste, on a exposé ce dont on vient de parler juste avant. On a des valeurs, et on a des transitions d'une valeur vers une autre via des fonctions. Okay, on n'a pas résolu le problème de temps, on n'a pas résolu le problème d'immutabilité, on n'a rien résolu. Enfin, si on part du principe que les valeurs V1, V2, V3 sont immutables, bon, on sait qu'on a résolu le problème de l'immutabilité, mais pas le problème du temps et de la relation en fait, entre ces événements. Par contre, on peut essayer de regarder plusieurs choses. La première, c'est qu'à n'importe quel moment dans le temps, les fonctions, enfin le passage de la valeur V2 à V3 étant atomique, on peut avoir des observateurs. Okay, on va pouvoir avoir des threads, qui va regarder la valeur V2 à un instant T, la valeur V3 à un instant T, et ils sont sûrs que cette valeur-là, elle ne va pas changer. Elle reste toujours la même. Ça, c'est déjà une bonne propriété.
La deuxième chose qu'on voit, c'est ce qui est matérialisé par les flèches. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est le temps. En fait, le temps, on ne peut pas le représenter, il n'est pas tangible. Tout ce qui est défini, le temps est fondamentalement relatif. Tout ce qu'on a, c'est une causalité, une relation entre des valeurs successives. Okay. Alors, on entre dans la matrice. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça, moi? Je me suis perdu dans la matrice, je crois. Ouais, déjà c'est drôle. Oui, donc, moi, je me suis pris comme exemple, en bon orthocentré. Je suis la structure de données Arnaud. Okay, je suis composite. Je suis constitué de membres, d'organes, de cellules, de molécules, etc. Pardon? De poils. Ouais. Tout dépend si on est encore passé par la fonction Juliette ou pas. J'aurai encore des cheveux. Ok, si vous me regardez là, vous voyez Arnaud. Okay, pourquoi? Parce que je vous l'ai dit que je m'appelais Arnaud. Okay, mon fils, s'il vient ici et qu'il me regarde, il va dire papa. Okay, vous n'allez pas m'appeler papa. J'espère pas. Okay. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous avez attaché une idée, une entité à la valeur que vous voyez, à celle que vous avez sous les yeux. Okay. Si je me mets ici, je suis Arnaud pour vous. Si je me déplace, je ne suis pas devenu Arnaud prime. Je suis toujours Arnaud. Okay. Et je suis toujours Arnaud. En fait, l'idée que vous attachez, voilà, ce que vous attachez à la notion de Arnaud, c'est juste l'entité Arnaud. C'est une construction abstraite dans votre esprit, mais ça ne représente pas du tout la valeur que je suis, la valeur composite que je suis, qui va muter constamment via un process, en l'occurrence l'univers, appelez ça comme vous voulez. Il se trouve qu'on mute tout le temps. Et donc ça, c'est ce que Rich Hickey, donc le créateur de Clojure, encore une fois, nous permet de représenter. Okay. On va pouvoir avoir une ou plusieurs références vers une entité. Je peux avoir une référence qui dit ça, cette entité-là, c'est Arnaud, ou une autre qui dit cette entité-là, c'est papa. Et elle va être complètement dissociée de ses valeurs successives dans le temps, de ses états. Alors, pour l'instant, on est resté hyper théorique. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Mais la vraie question pour nous informaticiens, c'est comment on représente ça avec des données. Comment on représente ça avec des structures de données? Des idées? Alors, les expressions, ça va être pour définir le code qui va manipuler la donnée. C'est aussi de la donnée. C'est-à-dire qu'avec Clojure, il y a un système de macros qui nous permet de manipuler le code. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Qu'est-ce qui me permet de définir une valeur V1 qui a cette forme-là et de créer un lien avec la valeur V2 et de créer un autre lien avec la valeur V3? Fondamentalement, avec une liste, on peut faire ça. Okay, sauf qu'avec une liste, je vais juste garder des références vers les valeurs antérieures. Ça peut me servir, mais c'est un gaspillage incroyable en termes de ressources. C'est-à-dire que je vais systématiquement dupliquer les valeurs qui, elles, n'ont pas changé, les sous-valeurs qui, elles, n'ont pas changé. Donc comment est-ce que je peux essayer de créer une structure de données qui va me permettre de représenter ça? Une liste de Non, transformation? c'est un peu compliqué, mais je veux que vous essayiez de me suivre. Avec des arbres. Okay, avec des arbres. En 2000, okay, il y a un type qui s'appelle Phil Bagwell qui a inventé une nouvelle structure de données. Bon, youhou, c'est pas tous les jours qu'on invente une nouvelle structure de données. Il a appelé ça les Hash-Array Map Tree, tree avec un i, pour bien nous aider. Voilà. Alors ces arbres, ils ont de particulier qu'ils ont une tête, okay, pour qu'on puisse s'y attacher. Et ensuite, ils vont avoir une structure, et toutes les données qu'on va mettre dedans, elles vont être contenues uniquement dans les feuilles, okay, donc au niveau le plus bas. Et tous les nœuds intermédiaires vont servir juste à créer la structure. Alors concrètement, comment ça marche? Quand je vais vouloir insérer une valeur, je vais utiliser une fonction de hash et de partitionnement qui va me donner la position unique de l'élément dans la structure dans laquelle j'essaie de l'insérer. Ok? Ok, donc maintenant, comment je fais si ça c'est ma valeur V1, et je veux créer la valeur V2, et essayer de partager un maximum de structures pour essayer de dupliquer le moins possible de valeurs.
Admettons que je veuille essayer de rajouter le chiffre 7. Voilà. Donc on va passer d'un arbre d'une collection qui contient 7 éléments à 8 en essayant d'insérer 7. Donc cette case elle est vide là, donc ce serait tentant de le mettre là-dedans. Mais si ma valeur V1 elle est représentée par cette structure-là, en mettant 7 dedans, je vais la muter. Pas bon. Donc ce que je vais commencer par faire, ah oui, ça c'était slide 1. Ah oui, le nom de ces structures de données. Je prends pour exemple un persistent vector. Okay, ça c'est le nom que a donné Rich Hickey aux différentes variantes de structures de données qu'il a implémentées à partir des HRM map tree. Il a rajouté cette notion de persistance. Donc un vecteur, je pense qu'à peu près tout le monde ici doit savoir ce que c'est. Je vais commencer par créer une nouvelle tête, okay, pour référencer une nouvelle structure de données, pour ne pas avoir de conflit avec l'ancienne par rapport à ceux qui la référencent déjà. Et je vais créer le nœud root, okay, la racine de mon arbre. Jusque-là, on est bon. Ensuite, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux partager entre les deux structures en essayant de ne pas être, en étant absolument sûr qu'on ne va pas être destructif. Alors, si je regarde ma première case là ici, quelle sous-partie de cette structure-là je peux partager en pointant dessus, en étant sûr que je ne vais pas modifier la première valeur. Donc, la V1. Ah, toute la partie gauche. Ok, super, donc vous êtes bon. Vous avez mis moins de temps que moi à comprendre. Okay, non, sérieux. Ok, donc je vais pouvoir juste, depuis cette case-là, pointer vers ce nœud-là. Et gratuitement, je vais partager cette partie-là de structure. Et là, on en parlera après. Maintenant, j'ai ma deuxième case à remplir et je veux toujours essayer d'insérer 7, donc je ne suis pas au bout de mes peines. Est-ce que je suis au niveau 1, est-ce qu'au niveau 2, il y a encore une partie de structure que je peux partager? Non, on ne peut pas. Si je me mets à pointer dessus, je vais me retrouver avec exactement le même arbre. Aucun intérêt. Donc je descends d'un niveau. Et là, je regarde, je suis au niveau 2. Est-ce qu'il se trouve qu'au niveau 3, il y a une partie de sous-structure que je peux partager? 4 et 5, super, vous suivez. Je passe dessus. Et maintenant, il n'y a plus rien que je peux partager parce que je ne peux pas pointer vers 6 et ça case vide. Je vais pointer vers mon nouveau nœud. Je vais être obligé de copier 6, mais c'est un moindre mal. Je ne suis pas obligé de copier toute la structure. Et je vais pouvoir insérer 7 à la fin. Et j'ai fini. J'ai une première valeur V1, une deuxième valeur V2 qui partage un maximum de sa structure avec V1, et qui n'est pas destructif et qui permet de préserver toutes les caractéristiques de la précédente valeur. Pour tous les autres process, threads, appelez ça comme vous voulez, qui sont en train de l'observer, ces caractéristiques de performance en lecture, en écriture, en mémoire, etc., aucune de ces caractéristiques n'a été altérée. La donnée est identique, les caractéristiques sont les mêmes. Ça, c'est un big win. Admettons que j'essaye d'insérer 7 et 8, enfin pardon, 8 et 9 maintenant. Ouais, là, je peux pas. Pourquoi? Parce que mon second arbre, lui, il est complet. Okay, toutes ces nœuds sont pris. Donc, je vais être obligé de rajouter un niveau. Je vais être obligé de descendre plus profondément dans l'arbre. Si je veux ajouter 8 et 9, je vais maintenant avoir une structure qui contient 10 éléments. Donc, je dis dans la head, dans la tête, que j'ai bien 10 éléments dans ma structure de données. Je repartage le maximum de sous-structures que je peux. Et j'insère des nouveaux nœuds pour insérer 8 et 9 dans mes feuilles. C'est ça. En fait, au premier niveau, je suis connecté à une partie des informations du second. Au second, je suis connecté à une partie des informations du troisième. Enfin, en l'occurrence, c'est le troisième et quatrième là. Et là, en fait, je vois que j'ai un peu de mou ici. Donc, ça m'aurait permis de rajouter en une opération plus d'éléments, sans avoir à refaire de partage de structure et de copie de nœuds, etc. C'est une modification qui est appliquée genre 2, 3. Alors là, c'est le cas hyper simple. C'est le cas très très simple, c'est juste on append, on rajoute un élément. La notion de modification ou de suppression d'un élément implique des modifications, non pas de tous les liens, il y a aussi des modifications, il y a aussi du partage de structures qui est possible. C'est juste un petit peu plus compliqué, et je ne voulais pas l'exposer, et aussi ça va dépendre des structures de données. Là je vous présente un vecteur, si je vous présentais une liste, ce ne serait pas forcément la même chose. Si je vous présente une map, une hash map, ça ne va pas être les mêmes opérations. Mais le principe est là. Ok. Demo time, parce que bon, c'est bien beau, toutes ces structures de données, mais ça a l'air quand même super compliqué à utiliser. Et comment je fais pour manipuler ma structure si systématiquement j'ai un gros arbre à manipuler?
Mais ça, en fait, c'est un des fondements également de Clojure, c'est de permettre de mettre à disposition le vieil adage de Lisp qui dit il vaut mieux avoir 100 fonctions sur une structure de données que d'avoir 10 fonctions sur 10 structures de données. Okay, parce qu'on peut partager les niveaux d'abstraction. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Je peux. Est-ce que c'est petit? C'est très petit. View. Je sais même pas comment on fait ça. Ouais, commande plus, on va essayer ça parce que sinon. Ok, super, vous y voyez quelque chose? Je vais réduire ça. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire ensemble un petit peu de Lisp. Ok? Alors si je vous dis maintenant que je voudrais écrire la chaîne de caractères. Bon, ok. Je vais écrire la chaîne de caractères Hello World. Comment je fais ça? C'est du Lisp. Allez, parenthèse, bim. Print, ok, vous pouvez peut-être le deviner. Println, ok, et ensuite? Non. Le premier élément d'une liste, c'est la fonction. La suite, ce sera ses paramètres. Si je veux printer Hello World. Voilà. Ok. J'affiche bien dans ma console Hello World et je retourne nil. C'est-à-dire que le résultat de l'évaluation de la fonction println ne renvoie aucun résultat. Ça renvoie nil, c'est l'équivalent d'un nul. Admettons que maintenant je veuille définir A. Okay. J'ouvre des parenthèses encore une fois. Je vais définir ma var A égale A. Ok. Super. J'ai accroché à mon namespace un binding. Le symbole A est accroché, la valeur A est accrochée dans le contexte d'exécution courant à la var A, au symbole A. Je peux le tester. Ok, si j'appelle A, il renvoie bien A. Là, en fait, ce que je viens de définir, c'est une variable globale, donc ne le faites pas. Si je veux définir une variable A dans un contexte d'exécution, dans un scope, eh ben, comme d'habitude, je vais appeler une fonction. Okay, tout n'est que fonction. J'appelle let. Ça devrait vous parler a priori, si vous faites un petit peu de JavaScript ou quoi que ce soit. Et let, je vais lui passer une liste de binding. C'est-à-dire que je vais lui dire que A au symbole A, je veux binder la variable A. Ok. Et puis je vais retourner A, on va faire simple. Le dernier élément dans l'appel d'une fonction en Clojure, c'est ce qui va être retourné. Okay. Maintenant, si je veux printer cette variable A qui a été bindée à une certaine valeur dans mon scope, je définis A, je dis A, println de A. Jusque là, tout le monde me suit? Ok, j'évalue ça. Super, ça va bien printer A. Et ça a renvoyé nil, parce que print renvoie nil. Maintenant, je vais essayer d'en définir plusieurs, parce qu'une variable c'est sympa, c'est quand même mieux d'en avoir plusieurs. A, c'est A. B, c'est B. J'ai oublié de mettre mon timer sur mon téléphone, j'en suis où là? Mon téléphone est là-bas, mais oui. Ok. J'en définis plusieurs. Je appelle la fonction let, en l'occurrence c'est une macro. Et je lui dis, tu vas accrocher au symbole A la valeur A, au symbole B la valeur B, au symbole foobar la valeur foobar, dans le contexte d'exécution de ce let. Okay. Println A, et j'envoie foobar. Qu'est-ce que ça va faire? Ah, ça va printer A, ça va m'envoyer foobar. Okay. Alors maintenant, si je vous dis A égale A, et dans un sous-contexte, je rebind A sur B, et je renvoie A. Qu'est-ce que ça me renvoie? Ça me renvoie B. Ok. Si je dis println A, et à l'extérieur de ce let, je renvoie A. Ça me print B et ça me renvoie A. Ok, donc au niveau du scope, on est bon. Je vais définir une fonction. J'utilise le mot-clé def(n). Je l'appelle hello world avec un L, c'est mieux.
je lui donne une liste de paramètres. Okay, donc ça, c'est une fonction qui est nommée. Je définis une fonction qui va prendre des paramètres, par exemple n, hein, name, et qui va le printer. Je l'évalue et je l'appelle. Arnaud, allez au pif. Hein. Ça me print Arnaud et ça me renvoie Neil. Donc là, on a défini une fonction ensemble. Il existe un shortcut en Clojure qui permet de définir une fonction qui est anonyme. C'est une lambda. Je dis println %. J'aurais pu mettre %1. Par défaut, % prend le premier paramètre qui lui a été donné. %1 spécifie que je veux le premier paramètre. Ça m'envoie une fonction, en théorie. Ok, super. Si je veux l'appeler, c'est le même principe. Je lui passe un argument. Donc c'est là que vient le mythe que, quand on fait du Lisp, on a une structure hyper imbriquée de liste. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a des mauvais exemples de code sous les yeux, parce qu'on ne fait pas assez de décomposition fonctionnelle. Parce qu'ici, je peux tout à fait nommer mes variables, nommer mes fonctions, et les appeler les unes à la suite des autres. Ce que je peux aussi faire, c'est par exemple faire def hello world, avec un E, ça peut être bien. Et je lui dis, tu vas prendre comme valeur cette fonction. Okay, donc je peux passer en valeur de mon symbole hello world une lambda. Ok, ça va avoir exactement le même effet. Hello world. Pardon. Ouf. Sweet. En programmation fonctionnelle, ce qu'on aime bien, c'est définir des fonctions de plus haut rang, et des higher order functions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais définir, je peux mettre def, mais je vais mettre def, hein, juste pour vous embêter. Et je vais dire say hello. Et cette fonction va faire println hello, j'ai pas besoin d'espace, %. Ok? Je vais la tester vite fait. Say hello. Oh non. Ok, ça fonctionne. Maintenant, je vais définir say goodbye. Tac. println goodbye avec un E. %. Je vais la tester également. Say goodbye. Pardon. Ok. Et si maintenant je veux définir une fonction dont le comportement peut varier, comment je peux faire? Je peux définir par exemple greeting. Okay. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser defn, parce qu'à partir du moment où on commence à avoir un peu plus de un élément, fondamentalement c'est mieux de faire un defn, c'est quand même un petit peu plus lisible que les %1, %2, etc. Je donne la liste des paramètres. Le premier paramètre, ça va être une fonction qui va dire quel est le comportement attendu. Et n, ça va être un paramètre. Je vais appliquer la fonction n à mon paramètre, la fonction a à mon paramètre n. Et c'est le résultat de cette exécution que je vais renvoyer en retour. Ok? Si je dis maintenant greeting, say hello Arnaud, ça me dit bien hello Arnaud. Ok? Si je dis greeting, je ne sais plus c'était quoi goodbye, say bye, je sais pas quoi. Ok, ça fonctionne bien. Alors j'avais prévu d'aller un petit peu plus dans le détail, mais on va passer tout de suite aux structures de données un peu plus sympas. C'est ce dont on a parlé pendant quasiment la totalité de ce talk. Je vais définir un symbole, closure, okay, à laquelle je vais associer une valeur. Cette valeur, ça va être une valeur composite, hein, un peu comme celle qu'on a vue tout à l'heure, avec des valeurs. Alors j'associe à la clé name, la chaîne de caractères closure, à la clé auteur Richie, et à la clé date of birth 2007. C'est sympa. Je l'évalue et je dis get closure, la valeur de la clé name. Ça fonctionne. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. On va nester cette structure. Admettons que ce soit un projet GitHub, un repo GitHub. Okay, donc je vais avoir une liste d'issues, par exemple, qui sera une liste. Donc là, je vais utiliser un vecteur, parce que c'est plus facile à manipuler.
Et dans chaque élément de ce vecteur, ce sera une issue GitHub. Donc il y aura un titre, je sais pas, fixme1, une description, foobar, hein, voilà, on va pas se casser la tête, et puis une priorité. Mettons 1, allez, pouf. Je réévalue, je rappelle name dessus, j'ai toujours closure. Si je veux naviguer dans ma structure, pour essayer d'aller récupérer une valeur qui est nestée, je peux dire, va chercher dans closure, dans le pass suivant, au chemin d'accès suivant. Tu vas naviguer dans closure en passant par issues. Vu que issues est un vecteur, je vais pouvoir spécifier l'élément auquel je veux accéder. Je dis 0 pour l'exemple. Et je vais aller chercher la priority. Boum, ça me renvoie. Okay. Qui déjà a ce niveau d'expressivité dans son langage aujourd'hui? Moi. Alors, si tu Ouais. peux planter comme une priorities, par exemple, tu plantes, d'accord? Tu vas répéter au runtime. Tu connais pas? Nil. Si je veux mettre nil, par exemple, Si tu veux mettre nil où? ce que je peux savoir si c'est parce que la valeur n'existe pas ou parce que je volontairement mis nil, parce que je sais pas, c'est un marqueur. Tu peux pas. Pardon? Il n'y a pas. Ça va, tu vas te prendre une exception. Ouais. C'est ça, to runtime. Bon, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire des trucs un peu plus sympas. On va définir que dans nos issues, on a une liste de contributors. Ok? Je définis, c'est une liste. Pour l'instant, elle est vide. Tout le monde me suit? Et je vais aller décider de rajouter des contributeurs. Donc, je peux utiliser la fonction assoc_in. Vous devez commencer à avoir une certaine similarité au niveau des noms des fonctions, de leur structure, etc. Ça, pour moi, c'est vraiment une valeur ajoutée de Clojure. C'est-à-dire que toutes les fonctions se ressemblent. La structure, l'appel de ces fonctions se ressemblent. Donc, je dis que je vais aller associer dans issues, à l'élément 0, dans contributors, une liste. Et je vais dire, il y a Tweedledee et Tweedledum. Ok, là, peut-être vous ne devez pas bien le voir. Ouais, je vais indenter un petit peu. Ok, donc je reçois bien. Ouais, on n'y va pas. C'est mieux là? Ok, donc on récupère bien la structure de données d'origine avec juste la modification dont j'ai parlé. Ok, donc maintenant, est-ce que. Ah, ça vient avec, super. Est-ce que Clojure a changé quand j'ai fait ça, ce update in? Non. Ok. On l'a dit tout à l'heure, c'est immutable. J'aurais voulu montrer plus de choses. Je pense que je vais être un peu court en temps là. Ouais. Donc ce que je vous propose, parce qu'il y a encore un speaker qui va vous présenter quelque chose pendant 10 minutes, c'est que si... Les chips vont refroidir, ok. Donc si vous êtes intéressé, si vous voulez qu'on en parle un peu plus, vous venez me voir après. Et parce que j'ai entendu récemment dans un podcast qu'on n'a que la communauté qu'on désire, enfin qu'on se crée. Cet après-midi, j'ai créé un meet-up, okay, Clojure. Le but du jeu, c'est pas de faire du Clojure uniquement, de faire du Clojure, du ClojureScript. C'est d'essayer de regarder ensemble, si vous êtes intéressé, quelles sont les approches fonctionnelles qu'on peut utiliser, la décomposition, etc. D'autres principes qui seraient présents dans Clojure et qui sont présents dans d'autres langages qu'on n'a pas abordés ici. Donc je vais essayer d'organiser ça quand je le pourrai. Et j'ai fini.